Je rappelle l'épisode numéro 1, pourquoi on a fait cette fête, pourquoi on fait cette fête d'Émile Bastille. Ça remonte à mes débuts de député, où tous les ans, je vais à un 14 juillet, à Ville et ailleurs, et là, il y a le défilé des pompiers, il y a le dépôt de gerbes au monument aux morts, il y a les majorettes, et des tas de choses qui sont formidables, que j'adore, il y a le vin d'honneur à la mairie, mais à aucun moment, on ne dit le 14 juillet, c'est le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, c'est la Révolution française. Je veux dire, quand c'est le 11 novembre, il y a un mot du président de la République qui est envoyé à tout le monde pour rappeler que ça a été la Première Guerre mondiale et qu'il y a eu des millions de morts partout. Quand c'est le 8 mai 1945, ce jour-là, on rappelle la barbarie nazie. Et pourtant, le 14 juillet, on ne rappelle pas prise de la Bastille, Révolution française. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est l'effet d'un péché originel. C'est le péché originel de la République, finalement. La République, elle se fonde sur une émeute. Elle se fonde sur une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Et évidemment, pour les tenants de l'ordre, c'est une naissance insupportable. C'est une naissance dans la saleté. Donc, à la fois, ils sont condamnés à célébrer l'événement, c'est quand même notre fête nationale, et en même temps, il faut laver le péché originel. Il faut le blanchir. Il faut faire oublier d'où vient le drapeau tricolore, d'où vient la Marseillaise, d'où viennent même les kilomètres et les grammes. Tout cet environnement est issu de la Révolution française, et pourtant, ils veulent nous le faire oublier. Moi, je pense qu'on est en Picardie aussi. Il y a une histoire liée à la Révolution française, qui est ici une histoire de la paysannerie qui se révolte pour obtenir des terres. Ça a été très largement documenté. Et on a fourni à la Révolution française notre contingent de Jacobins et même le cœur des montagnards. C'est Dumoulin, c'est Saint-Just, c'est Robespierre, c'est Babeuf. Et côté Girondin, c'est Condorcet. Mais ces grands hommes, ils sont de notre territoire. Pourquoi? Parce que, alors là, je fais du Todd, mais on est une terre d'égalité. La manière dont sont élevés les gens ici, c'est avec porter au cœur la notion d'égalité. Et si jamais aujourd'hui, il y a un sentiment que ça ne va pas, je pense que c'est parce qu'il y a l'égalité qui est bafouée. Et pourtant, c'est au cœur du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et quand l'égalité s'écroule, c'est la République qui s'écroule. L'an dernier, on a eu Aurore, qui, je sais pas, pour ceux qui viennent pour je rappelle, mais qui était venu nous parler du 14 juillet, de qu'est-ce qui s'était passé le 14 juillet 1789. Je lis juste un extrait du 14 juillet d'un romancier qui s'appelle Éric Vuillard et qui a écrit un très beau bouquin là-dessus. Ce jour-là, à la Bastille, il y a Adam, né en Côte d'Or. Il y a Omacipe, marchand de bestiaux, né à Saint-Front de Périgueux. Il y a Béchamp, cordonnier, Bersin, ouvrier du tabac, Berthelier, journalier venu du Jura, Bezou, dont on ne sait rien, Bizot, charpentier. Ah, on éprouve un curieux sentiment de bien-être, une sorte de bonheur qu'on ne connaissait pas. La foule se rue au pied de la citadelle. On passe le petit pont et on se carre un instant derrière les chaînes brisées pour reprendre son souffle. Et tout à coup, les tirs reprennent. On court de toutes parts. Un garde français tombe et, sans réfléchir, Rousseau cueille son fusil. Le canon est chaud. Voilà les fonds baptismaux de la France moderne. Et j'aime la manière dont Éric Vuillard cite ces Omacipe nés à Saint-Front de Périgueux. C'est vous. Omacipe, Bersin, Bezou et compagnie, c'est vous. Ce sont les anonymes qui doivent faire l'histoire et qui, à un moment, voient leur nom retenu dans un coin d'un livre comme ça. Ce sont les petites mains dont on vient de citer les prénoms et qui font cette fête. Donc, on ne va pas revenir sur le 14 juillet 1789, parce qu'on l'a fait l'année dernière. Il faut quand même qu'on avance un petit peu dans le programme scolaire, quoi. Vous voyez ? Donc, cette année, avec mon collègue Alexis Corbière, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jacobin, qui est donc disponible à la librairie du Labyrinthe, donc là il y a un stand là-bas, qui fait une série de portraits donc de députés de Jacobins. Et on s'est proposé pour cette année qu'il évoque une autre grande journée révolutionnaire, parce que la révolution c'est pas un jour, hein, ça ne se fait pas en un jour. C'est 6 années de lutte, d'échecs, de déception, de reprise d'espoir. Enfin, pour ceux qui ont l'occasion de lire une fresque, moi, ma référence, c'est Jean Jaurès, l'histoire socialiste de la Révolution française en 6 volumes. Mais pour ceux qui ont l'occasion de lire une fresque de la Révolution française parce qu'ils ont du temps, c'est palpitant. Parce que tous les jours, ça change, les psychologies varient, et ainsi de suite. Donc on s'est proposé d'évoquer le 16 juillet 1791, c'est-à-dire la fusillade du Champ de Mars. Si vous en êtes d'accord, et puis si vous n'en êtes pas d'accord, de toute façon, on va vous le faire quand même. Donc bon, donc voilà. Alexis, tu peux venir et puis évoquer avec nous cette page d'histoire. François l'a dit,
Aujourd'hui dans le débat, vous avez vu, tout le monde est républicain. C'est un mot qui perd du sens à tel point même, pardon de le dire comme ça, que de voir la droite aujourd'hui qui s'appelle les Républicains à l'Assemblée nationale, j'avoue que par moments ça me fait un petit pincement au cœur. Donc il faut expliquer ce mot, y revenir. Et je vais dire les choses simplement, on ne peut pas faire aimer la République si on fait détester ceux qui l'ont fondée. Et aujourd'hui, il y a un courant idéologique très fort, très présent dans les médias, etc. Souvent ceux d'ailleurs qui parlent le plus d'histoire à la télévision, hélas, qui vise à faire de la Révolution française un grand moment de brutalité, ou qui résume la Révolution française à quelques grands personnages, en oubliant cet acteur dont vient de parler François, qui est le grand acteur de l'histoire, le peuple. La Révolution française est une révolution citoyenne. Alors je vais à mon propos. Vous avez évoqué l'année dernière le 14 juillet. Il y avait eu un débat, je ne veux pas être trop compliqué, mais est-ce qu'on fête le 14 juillet 1789? Est-ce qu'on fête le 14 juillet 1790? C'est un an plus tard la fête de la Fédération. Il y a eu un débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale là-dessus. Dites-vous bien que c'est en 1880 que le 14 juillet devient une fête nationale. À l'occasion d'un grand débat, il faudra en parler une autre fois à l'Assemblée. Quelle doit être la journée qui est la journée de la fête nationale de la République? Certains proposaient même que ce soit le 4 août, le jour de l'abolition des privilèges. Bref, c'est politique de choisir une date. Mais il y a un paradoxe, c'est que quel que soit le 14 juillet, que ce soit 89 ou 90, à ce moment-là, on n'est pas encore en République. Rappelez-vous, en 1789, début de la Révolution, prise de la Bastille, et puis pendant un moment, l'idée, c'est de faire une monarchie constitutionnelle. Et l'idée, dans un premier temps, on proclame des droits, ils sont fabuleux. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Phrase fabuleuse et révolutionnaire. Mais concrètement, ça ne s'applique pas. Et même, le roi garde des pouvoirs, un droit de veto. Et même, ceux qui vont voter à l'Assemblée qui va suivre, d'abord, il y a une Assemblée dite constituante, puis après ça demandera à la législative. Il y a même le suffrage censitaire. Non seulement il est masculin, mais il est censitaire. Seuls les plus riches peuvent voter. À l'époque, Robespierre dénonce tout ça, mais il n'est pas entendu. Alors il se passe un événement, c'est en juin 1791, malgré cette drôle de monarchie constitutionnelle qui donne beaucoup de pouvoir au roi, c'est trop pour lui. Et Louis XVI, vous connaissez ça, en juin 1791, il cherche à s'enfuir. C'est la fuite à Varennes. Il veut rejoindre des troupes pour essayer, par un orage de fer et de feu, de revenir et de réimposer l'ensemble de ses droits. Il est attrapé en chemin. Vous vous souvenez, on avait souligné l'anecdote, celui qui l'attrape, c'est amusant, il s'appelait Drouet. Alors avec Mélenchon et d'autres, ça m'avait fait rigoler que, notamment une des figures, non des Gilets jaunes, une des figures, s'appelait aussi Drouet. Bref, le roi revient à Paris. Et ceux qui sont au pouvoir, cette assemblée législative, ils vont inventer une fake news. Ils vont dire, mais le roi, il s'est pas enfui, il voulait pas conspirer, il a été kidnappé, contre sa volonté. Et donc il revient et tous ses droits sont maintenus. Et bien, il y a toute une série de gens dans le peuple de Paris qui n'acceptent pas cette réalité, qui ont bien compris que le roi avait trahi. Et ils veulent imposer un régime nouveau. Le mot de république commence à circuler. Mais ceux, les plus puissants, élus à l'Assemblée législative, ne veulent même pas qu'à l'Assemblée législative, le mot de république soit prononcé. Pourtant, il commence à être discuté. Et il y a des clubs des Jacobins, club des Cordeliers, dont vous avez peut-être entendu parler, qui lancent une pétition populaire et qui disent on doit pouvoir destituer le roi et imaginer un nouveau régime politique dont le peuple serait le souverain, où il n'y aurait plus ce traître qui aurait droit de veto sur les décisions. Ils lancent des pétitions. Et symboliquement, ils revont à l'endroit où, comme vous l'a raconté François, en 1790, il y avait eu cette grande fête de la Fédération, le Champ de Mars. Et je vais vite, les 16 et 17 juin, des milliers de Parisiens, des milieux populaires viennent symboliquement au Champ de Mars signer des pétitions qui demandent notamment la déchéance du roi. Eh bien, quelle est la réaction de ceux qui sont à ce moment-là les représentants, ces membres de l'Assemblée législative, qui sont souvent ces grands bourgeois qui ont profité de la situation, qui aiment bien la beauté des mots de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui ne veulent pas que ça ait de conséquences concrètes sur le fait que le peuple, lui, voit sa situation améliorée. Eh bien, ils décident d'envoyer la troupe, ce qui était la garde nationale, avec un personnage à sa tête qui est souvent salué, le marquis de Lafayette. Moi, j'enrage de voir qu'il y a encore des noms de boulevards à Paris du marquis de Lafayette, alors qu'on me refuse qu'il y ait une rue Robespierre. Eh bien, Lafayette, avec aussi un personnage qui s'appelait Bailly, qui était le maire de Paris, va faire tirer sur la foule. Ils vont tirer sur le peuple qui pétitionnait pacifiquement. Et il y aura des dizaines de morts. Combien y en a-t-il? On n'a jamais vraiment trop su. 50, 100, certains me disaient même à l'époque 1000 morts. Des ouvriers, des gens modestes, des femmes qui venaient. Ils étaient venus en famille, pacifiquement, dire que leur espoir de la révolution ne devait pas s'arrêter seulement à des proclamations
Leur espoir de la révolution devait entraîner le fait qu'il n'y avait plus un roi qui détenait des pouvoirs supérieurs au peuple. Leur espoir de la révolution les avait convaincus, après la fuite à Varennes, que cet homme ne pouvait plus exercer son pouvoir. Eh bien, on leur a tiré dessus. On a fait couler le sang du peuple. Alors c'est pour ça que parmi les dates dont il faut se souvenir durant la Révolution française, oui, il y a le 14 juillet. Mais n'oubliez pas que le 14 juillet, finalement, n'est que l'impulsion de quelque chose. Et l'acteur, le moteur de ce mouvement révolutionnaire qui ira jusqu'à la proclamation de la République le 21 septembre 1792, c'est ce peuple courageux qui verra son sang couler. C'est pourquoi on avait décidé, quand François gentiment m'a invité, rappelez-vous cette date, 17 juin 1791. Les révolutionnaires de l'époque avaient dit que ça avait été la Saint-Barthélemy des patriotes. Et parce qu'il y a eu cette répression par la suite, le peuple et la Commune de Paris se constituera pour imposer, là encore par des mobilisations populaires, la mise en place d'une république. C'est ça, les amis, qu'il faut continuer à fêter. Malheur à ceux qui tirent sur le peuple en 1791, et j'ai envie de vous dire encore aujourd'hui. Merci à tous. On reste là. 1, 2, ça marche. Bon, non. Je pense qu'on n'est pas là que pour commémorer. Je veux dire que pour moi, la Révolution française, c'est encore au présent, c'est encore vif au présent. Et quand a surgi le mouvement des Gilets jaunes, l'imaginaire, le premier imaginaire qui est apparu, c'est la grande Révolution française. Sur les Gilets jaunes, c'était marqué 1789, c'est pas fini. 1789, abat le roi. 2018, abat l'argent roi. Il y avait des slogans accompagnés de Marianne qui était en train de pleurer. On faisait distribuer des cahiers de doléances. Se sont montés des états généraux à Saint-Nazaire ou à Commercy. On s'en prenait au roi Macron et à sa Brigitte Antoinette. Et était citée régulièrement cette phrase de la Constitution de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça veut dire, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, ce qui reste encore le plus puissant, c'est sous nos pieds la Révolution française. Oui, et je crois que tous les deux, on a partagé ça dans la façon dont on a été admiratif de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est que sur beaucoup de ronds-points, ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est des gens qui mettaient le bonnet phrygien sur la tête. J'en vois encore là parmi vous. C'est des gens qui reprenaient le drapeau bleu-blanc-rouge, mais dans toute sa dimension révolutionnaire, évoquant la révolution 1789. J'avais vu un slogan magnifique dans les rues de Paris. Il était écrit « Les gilets jaunes sont les nouveaux sans-culottes ». Et moi, je partage cette idée. Vous avez des gens qui, alors bien sûr, ils le font avec les mots populaires, ils se moquent, mais qui ont dit « Macron, c'est le nouveau monarque ». C'est tout ça qui a ressurgi. On est un grand peuple, parce que précisément, on a été fondé dans un moment révolutionnaire, mais d'une révolution populaire, d'une révolution qui portait des idéaux dont l'application reste encore d'actualité. Et ça, c'est quelque chose qui est un moteur pour des luttes futures. Et les Gilets jaunes, à leur façon, comme tu l'as dit, alors parfois, bien sûr, en reprenant, souvent en citant des articles de la Déclaration des droits de l'homme, celle de 89 et celle que tu viens de citer, qui est celle de 1793, qui donne encore plus de pouvoir au peuple. Parce que finalement, dans cette volonté que j'évoquais tout à l'heure, de pétitionner, de donner des pouvoirs nouveaux au peuple, c'est aussi l'idée qui était portée d'un référendum d'initiative citoyenne, d'une possibilité de rappeler les élus. Aujourd'hui, moi, je parle de révoquer les élus. Pendant la Révolution française, on appelait ça le droit au rappel. J'ai voté pour quelqu'un, il ne fait pas le boulot, eh bien, je peux le rappeler. Ça, c'est des idées toujours révolutionnaires. Et je trouve formidable, en raison justement du fait qu'on a ce passé qui est malmené dans la transmission, mais implicitement, le peuple sait que ce droit à la République, c'est lui qui l'a obtenu. Et que les puissants étaient contre, pas seulement le roi, mais aussi Robespierre avait eu cette phrase qui disait « Vous supprimez les droits de la noblesse pour les remplacer par une aristocratie encore pire, l'aristocratie des riches. » C'est ça que dénonçait Robespierre. Honnêtement, les amis, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Il y a encore une nouvelle aristocratie des riches. Et ça, les Gilets jaunes l'ont exprimé. Et là encore, je disais tout à l'heure, malheur à celui qui tire sur le peuple. J'évoquais le sinistre Lafayette, mais vous avez reconnu aujourd'hui des gens qui ont fait tirer sur le peuple, qui ont blessé le peuple. Là, excuse-moi, je t'interromps, mais la Légion d'honneur vient d'être remise à Didier Lallemand. Aujourd'hui même, le jour du 14 juillet, on remet au mec qui a éborgné, n'a pas présenté d'excuses, a considéré que les manifestants n'étaient pas dans le même camp, on lui remet la Légion d'honneur. Oui.
Non, mais de la même façon que, je veux pas digresser, mais j'ai vu, quel que soit ce qu'on pense, je dis ça à côté de François qui lui aussi a fait des films, un acteur, j'ai vu l'autre jour fait un film, je sais pas ce qu'il vaut, sur les gilets jaunes. Vous avez vu et interrogé sur qu'est-ce que vous voulez dire à Macron, il a eu des mots un peu rudes, mais qui étaient les mots d'un personnage. Disant, ouais, j'aimerais aller le voir, aller à l'Élysée, bon. Le ministre Castaner a dit que les mots de l'acteur étaient violents, alors que le même ministre a banalisé, a accepté l'idée qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes qui ont perdu un œil, qui ont eu des mains arrachées. C'est eux qui sont violents, les amis. Ne vous laissez pas avoir par ça. Ils veulent faire de nous les violents. Sitôt que l'un d'entre nous aurait un acte, un geste un peu trop brutal, ils le montrent en disant « Ah, les violences, c'est le peuple !» Alors qu'eux, ils banalisent les violences qu'ils nous font subir. C'est pour ça qu'il faut enseigner la Révolution française. Elle démontre que c'est le peuple pacifique par sa force qui a obtenu des droits. Et que ceux qui ont été violents, c'est ceux d'en face qui ne voulaient rien lâcher. Alors aujourd'hui, il faut des changements pacifiques, évidemment. Nous sommes le camp de la paix. Mais nous sommes d'abord le camp de la paix et notre force, c'est le nombre. Mais il faut aussi, et c'est pourquoi moi j'ai trouvé formidable cette invitation, transmettre ce passé. Notre passé, les amis, est un passé révolutionnaire. La République dont nous nous réclamons est une République née dans un grand moment populaire révolutionnaire. Eh bien, ce passé, il faut le transmettre comme un trésor précieux parce qu'il est brûlant d'actualité. C'est ça que nous ont dit les Gilets jaunes. Ils l'ont dit de manière confuse, ils l'ont dit à leur façon, ils l'ont dit peut-être maladroitement, mais ils l'ont dit avec courage, avec grandeur. Et ça, c'était la plus belle leçon d'histoire qu'ils pouvaient donner, de nous dire ce que nous transmettons ce jour, si ça fait du sens de se retrouver le 14 juillet. C'est pas pour visiter un musée poussiéreux, mais parce qu'il y a quelque chose qui est encore extrêmement présent. Et sitôt que le peuple se soulève, et moi j'ai trouvé émouvant que ce soit ces symboles qui reviennent. Une fois de plus, et je raconte une dernière chose sur ces histoires de vêtements. Je le racontais avec François. Est-ce que vous savez que le grand chant de la Révolution, que vous connaissez sans doute, la Carmagnole, dansons la Carmagnole. Vous savez ce que c'est la Carmagnole? Eh bien c'est un gilet. C'est un gilet que portaient les révolutionnaires. La Carmagnole est un gilet. Et moi je trouve ça formidable que l'histoire nous parle comme ça. Que le symbole de la Révolution 1789 soit un gilet. À l'époque c'était un gilet rouge. Et que le symbole aujourd'hui de cette nouvelle révolution populaire, ce soit un gilet jaune. Bravo à ceux qui ont porté ce combat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là. Alexis parlait... Ah, c'est toi aussi. Ah. Alexis parlait de la nouvelle aristocratie des riches. Je ne sais pas, vous connaissez mes goûts littéraires? Le dernier numéro de Challenge, les 500 premières fortunes. En un an de crise sanitaire, en un an pendant lesquels il y a eu 1 million de pauvres en plus, on a les 500 premières fortunes qui ont enrichi leur patrimoine de 300 milliards d'euros. Le truc, c'est qu'on ne voit pas ce que ça peut être 300 milliards d'euros. Donc, j'ai regardé, une manière de traduire, ça serait de dire que c'est 5 000 euros par Français. L'année dernière, c'est comme s'il y avait 5 000 euros par Français qui étaient allés à ces 500 fortunes. Il me semble que j'ai trouvé plus criant comme mode de traduction de ça. Le PIB des Hauts-de-France, donc toutes les richesses produites dans les Hauts-de-France, c'est 150 milliards d'euros. 156 très exactement. Donc c'est la moitié, c'est le double du PIB des Hauts-de-France. Donc je rajoute le PIB du Grand Est. On n'est plus dans les petites régions. Hein. Le Grand Est, c'est la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. C'est 152 milliards d'euros. Ça veut dire que l'enrichissement de ces 500 fortunes en un an, je ne parle pas de leur patrimoine, je parle juste de leur enrichissement en un an, c'est tout ce qui est produit dans la région Hauts-de-France et dans la région Grand Est. Tout ce qui est produit en termes d'industrie, de pneumatiques, d'ameublement, de chaussures, pour ce qu'il en reste, de médicaments, mais aussi tout ce qui est produit en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux. Tout ça participe à la richesse. La totalité de tous les travailleurs de ces deux immenses régions françaises, qui va donc de Strasbourg jusque, on va dire, le Crotoy, qui va de Calais jusque Creil, la totalité de cette immense zone, qui est quand même un territoire industriel, la production sur la dernière année, c'est l'augmentation de la richesse des 500 plus grandes fortunes françaises. Enfin, je trouve que c'est un fait prodigieux. Et ça, c'est les nouveaux seigneurs. Les seigneurs de la mode, les seigneurs, on les voit, ils sont listés dans le patrimoine, dans le truc de Challenge. On a les seigneurs de la mode, on a les seigneurs du médicament, on a les seigneurs du logiciel, on a les seigneurs du textile. Ils se sont emparés de pans entiers de notre économie et même de nos vies. Et de la même manière que les seigneurs d'hier s'emparaient des terres.
Et ils s'étendent, et ils s'étendent, et ils s'étendent. Comme les seigneurs d'hier, ils refusent de payer leurs impôts. Puisque à la tête de tout ça, il y a Bernard Arnault, il y a Mullier, il y a Hermès, qui ont des tas de sociétés écrans de Malte aux îles Caïmans. Quand on ouvre de ce qui se passe au Luxembourg, on les retrouve tous. Le pays d'Europe qui a le plus d'exilés fiscaux au Luxembourg, le plus de sociétés au Luxembourg, c'est la France. Quand on interroge Bruno Le Maire, juste après ça, ça fait la une du Monde, quand on interroge Bruno Le Maire avec mon collègue communiste Sébastien Jumel en commission des affaires économiques sur qu'est-ce que vous comptez faire pour ces mecs qui envoient leur patrimoine au Luxembourg, il dit « Ah bon ? Il y a un problème ? Ah ben, j'ai pas vu, mais on va se renseigner. » Je vous jure, c'est pas des conneries. Il répond ça, il répond qu'il n'est pas au courant. Ça veut dire qu'il choisit de ne pas être au courant. Ça veut dire que c'est une complicité entre la police et Al Capone. C'est évident. Entre les Al Capone du 440. C'est l'évidence. Et on a, de la même manière pour moi qu'à la Révolution française, une fiscalité qui s'est inversée. Parce que vous payez beaucoup d'impôts. Moi, je ne supporte pas dans l'Assemblée nationale quand j'entends dire qu'il faudrait que tout le monde paye des impôts. Sous-entendu, l'impôt sur le revenu. Mais aujourd'hui, le principal impôt dans ce pays, c'est la TVA. La TVA, vous allez acheter des couches culottes, vous payez de la TVA. Vous allez acheter du dentifrice, vous payez de la TVA. Vous allez acheter des pâtes, vous payez de la TVA. Et en fin de compte, on a un impôt qui, du coup, s'est inversé. Et ce sont les pauvres qui, en proportion, vont payer plus d'impôts parce qu'ils payent la TVA sur tout. Alors que comme les riches, ils économisent, ils ne payent pas tout en TVA. Donc on a, de la même manière qu'à la Révolution française, des gens qui sont absous de payer l'impôt normalement. Et je dirais que comme les seigneurs d'hier, eux aussi sont bien en cours. Ils sont bien en cours auprès du prince. Dernièrement, c'est Emmanuel Macron qui inaugure la Samaritaine main dans la main avec l'exilé fiscal Bernard Arnault. C'est quand même pas rien. Des princes qui font des lois sur mesure avec je te supprime les SF, je te fais la flat tax, je te fais l'exit tax, je te fais le carry-back. Je suis sûr que le carry-back, vous n'avez même pas entendu parler. Mais le carry-back, voilà, 500 millions d'euros filés comme ça un vendredi matin, tranquille. Bon. 500 millions d'euros, je le rappelle quand même, c'est de quoi passer au SMIC toutes les accompagnantes en situation de handicap du pays. Il y en a ici, il y a Asia, j'ai vu, Hayat. Bon, si on veut que juste elles aient le SMIC dans l'éducation nationale, ça paraît comme étant le minimum. Il n'y a pas un geste qui a été fait depuis un an. On les a appelés les essentiels, vous les verrez dans mon film, donc juste après, mais on les a appelés les essentiels depuis un an, il n'y a pas un geste pour elles. Il n'y a pas un geste, là dernièrement je m'intéressais à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas un geste pour les assistantes familiales, il n'y a pas un geste pour les assistantes maternelles, il n'y a pas un geste pour les auxiliaires de vie sociale. Pour elles, ça va se compter, allez, quand on fait un effort en dizaines de millions, tandis qu'on va délivrer des milliards de l'autre côté. Enfin, comme à la Révolution française, nous avons le tyran. La manière dont se font les choses, c'est-à-dire on n'est pas informé et d'un seul coup, voilà que tout va changer pour vous, pour aller au resto, pour aller au ciné, pour aller au supermarché, pour faire vos courses, ça n'a plus du tout pouvoir se passer de la même manière parce que le bonhomme en haut tout seul en a décidé. Ça veut dire quoi? Moi, ce que j'éprouve là, et en dehors de la décision elle-même, qui peut être discutée ensemble, mais ce que j'éprouve, c'est un sentiment d'humiliation. Quand j'entends ça, je me sens humilié. Je me dis, le mec, il ne me respecte pas. Il ne nous respecte pas. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas changé de siècle. On n'est pas considéré en citoyen. On est toujours considéré en sujet. On n'est pas considéré en acteur. On est considéré en passif. Voilà ce que je ressens. Et quand j'en discute autour de moi, au-delà même de la décision, c'est bien ce qui est ressenti. Enfin. Merci Alexis, c'est très bien. Putain, je te réinviterai pour que tu fasses la claque comme ça quand je change mes feuilles, c'est sympa. Très bien, très efficace. Bon, évidemment, cet ordre-là, nous devons le changer. Nous devons le bousculer. Nous ne devons pas nous y résigner. Nous avons un an. Nous avons un an pour chasser l'ami des seigneurs et pour le remplacer par un ami du peuple. Nous avons un an pour faire ça. La tâche, elle va être rude. Mais c'est pour ça que la lumière allumée en 1989, pour moi, elle brille encore. Elle nous éclaire, elle nous réchauffe, nous en sommes les héritiers. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Je vous remercie. Merci à vous. Ah, il faut que je rappelle qu'est-ce que c'est qu'à Sandrine, parce que vous ne savez pas, vous n'étiez pas l'année dernière, vous avez perdu la mémoire. Je rappelle, la fleur, donc c'est notre marionnette chez nous.
Et elle est aussi issue de la Révolution française, même avant un petit peu, mais enfin, elle a pris son essor à la Révolution française. Grosso modo, c'est un ouvrier qui met des coups de pied au cul des notables, pour faire bref. Hein. Sa devise, c'est bien boire, bien manger, ne rien fouer. Est-ce qu'il y a besoin de traduire pour les mecs qui viennent un peu trop au sud? C'est bon, ça va? Bien boire, bien manger, ne rien fouer, on se comprend? On se comprend, mes garçons? Bon. Et donc, il risque toujours d'être mis à la porte de chez lui, parce qu'il ne paye pas ses factures, parce qu'il va picoler dans la rue et tout ça. Et heureusement, contre le propriétaire, contre les huissiers, contre le notable, il y a Sandrine. C'est sa femme. Elle a du courage. Sandrine. Elle tient le baraque. D'accord? Et donc, nous, on a décidé de remettre les Sandrines d'honneur, qui peuvent être au masculin aussi, mais de remettre les Sandrines d'honneur à ceux qui tiennent le pays. Donc, là, on le remet à Bernard. Ben non, Hervé, ouais, bien sûr. Mais pourquoi on m'a marqué Bernard? Bon, c'est pas... Bah, Bernard, il s'est planqué. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Non. Un très long combat démarré quand? Ouais, c'est ça. Il y a un très long combat démarré il y a 10 ans, donc contre la ferme des 1000 vaches à côté d'Abbeville. Et vous savez, on est toujours surpris quand on gagne un combat quand même. Hein. La dernière fois qu'on a été mis à l'honneur, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Nous avions été invités en tant qu'association. Depuis, Notre-Dame-des-Landes a gagné. Nous avons gagné. Et il y a encore des tas de projets inutiles. Et je crois que le pot de terre a gagné contre le pot de fer. Quand même, l'industrie raminerie, c'est quand même la 385e puissance financière de France. Il faut mettre le genou à terre. Donc si on combat, effectivement, on peut réaliser des choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais n'oubliez pas quand même, gagner, ça se fête. Ça sera le 5 septembre à Druka. Et je crois que lorsque l'on combat, on n'est pas sûr de gagner. Mais si on combat, on sait où on va. Alors voilà, je vais faire très long. Je vais vous raconter 10 années de lutte. Mais pour aller très vite, je vais vous raconter la fin. Et à la fin, ils ont perdu. Merci beaucoup à vous. Non mais merci pas pour aujourd'hui, pour le combat. Je rappelle, donc c'est le 5 septembre à Druka, à côté d'Abbeville, la fête de nos Vicens. Et j'offre le champagne ce jour-là, comme je l'avais promis. Donc là, on remet donc pour toute la chaîne du marché solidaire de Haddock Café, Laurent, Mathilde, Alison, Madame Belkacemi, Félix, Soraya Belkacemi et Asia. Je vais expliquer l'histoire en même temps. Ça fait du monde. Je sais pas si on va avoir assez de médailles pour tout le monde, putain. Bon, pardon, vous retenez pas ça. Bon, salut, ça va? Alors, pour moi, l'histoire, elle commence un jour où je vais interroger Thierry Martin, qui n'est pas là, mais qui est le patron du Haddock Café, sur la fermeture des restaurants et tout ça. Et un peu après, il me rappelle et il me dit tu n'aurais pas des contacts dans les supermarchés pour qu'ils nous fournissent de la nourriture, et puis comme ça, on pourrait aider les étudiants. Je donne le contact de l'Agorae, je pense, et je donne le contact de Asia, qui fait déjà le marché solidaire. Et c'est comme ça que va se mettre en place une chaîne de solidarité. Je dis d'abord que cette chaîne de solidarité, elle ne devrait pas exister. Je veux le dire comme ça. C'est-à-dire que normalement, je suis désolé, mais quand les gens sont dans la merde comme ça, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et c'est pas aux gentils gens. Alors c'est bien qu'il y ait une partie qui se fasse comme ça, mais quand tout se fait comme ça, c'est vraiment pas normal. Donc ça, c'est la première chose. Et se rajoute Madame Belkacemi, qui est à notre permanence et qui vient voir Dimitri et dit voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Ce pays, je vous le dis comme ça, je ne sais pas comment vous le direz, mais ce pays m'a beaucoup apporté, comment je peux le lui rendre? Et je mets en contact avec Thierry Martin et avec toute la chaîne là. Et donc il y a un chaînon comme ça qui se fait. Je pense qu'il y a bien des étudiants qui ont été heureux d'avoir de la bouffe et d'avoir de la bonne bouffe. Je pense que ça changeait du repas du rue à 1 €. Allez-y, Madame Belkacemi. Expliquez-nous le vrai couscous. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. C'est un grand jour de la Bastille, la Révolution française. Ce pays que je remercie beaucoup
ce pays qui a donné le sourire à mon fils, que je n'ai pas trouvé dans mon pays. Et je remercie monsieur le député de m'avoir décerné cette médaille d'honneur. Oui, je remercie le restaurant Haddock, Thierry, Laurent, tout le groupe, Asia, le marché solidaire qui nous ont beaucoup soutenus et aidés. Effectivement, c'était une très belle initiative que le restaurant Haddock a pris. Quand j'ai vu le spot à la télé, j'ai tout de suite pris mon téléphone, je les ai appelés, je les ai félicités et j'ai proposé au gérant que je suis là, je propose mon aide, je suis cuisinière, je suis un chef cuisinier, pour ceux qui ne le savent pas. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous proposez? Je lui ai dit, puisque je suis maghrébine, Amiens est une ville de culture, de diversité et tout. Et bien sûr, ce n'est pas que Amiens, toute la France est un pays accueillant, chaleureux, généreux. Je propose de faire quelque chose maghrébin. Il m'a dit quoi? Je lui ai proposé le couscous. Il m'a dit, sur le champ, hop, il n'a pas hésité, on passe à l'idée. Pour le couscous, oui. Monsieur le député était là pour la distribution et toutes les actions solidaires avec les étudiants. On a discuté de la façon de le présenter comme ça. Je lui ai expliqué que c'est la façon originale. Et si vous tapez sur Google un couscous, il va le faire comme ça, servi. Jamais la semoule à part et la sauce à part. Et merci à toi Soraya. Merci beaucoup. De rien. Et c'était un couscous original, amiénois, républicain français. C'était pas un couscous royal, c'était un couscous républicain. Alors Marie-Jo, je la connais depuis un bout de temps, mais je l'ai re-rencontrée là, en début d'année. Donc Marie-Jo est sans papier. Je vais vous dire pourquoi je l'invite sur cette scène. Marie-Jo est sans papier, ça fait 7 ans qu'elle est en France, ça fait 5 ans qu'elle est sans papier. Ça fait 5 ans qu'elle fait une association qui s'appelle Ephemis. Elle fait des trucs de mode et ces trucs de mode, elle fait des défilés de mode, y compris dans les trucs officiels de la mairie d'Amiens, genre les trucs Agora et tout ça. Et bien qu'elle soit invitée pour ces défilés de mode dans les trucs officiels, elle continue d'être sans papier. Et donc évidemment, la mettre en valeur aujourd'hui, c'est tenter de servir d'appui pour dire qu'on sort de cette situation. Voilà, Marie-Jo et Alexis, je vous laisse... Oui, alors, je vais faire... C'est pas pour friler, mais comme vous avez bien compris toute la dimension symbolique, je vais mettre mon écharpe pour que la Sandrine, je connaissais pas l'ordre des Sandrines, mais désormais qui se met en place, une belle tradition. Je vais mettre mon écharpe de député. Est-ce que vous savez que c'est la faute à Ruffin, notamment si on porte pas de cravate à l'Assemblée? Moi j'étais pour la mettre. Je m'en suis plaint auprès de la maman de François Ruffin que j'ai rencontré tout à l'heure. Son fils était un garnement. Non mais voilà, c'est symbolique. Alors, Marie-Jo, elle va dire quelques mots, mais une chose, elle fabrique des bonnets phrygiens. Et tout à l'heure, on échangeait, on a parlé de la Révolution française. Et le bonnet phrygien, vous le savez, c'est un bonnet symbolique. Les révolutionnaires aimaient faire référence à l'Antiquité. Vous savez, notamment, Gracchus Babeuf, il ne s'appelait pas Gracchus, mais il s'était donné ce nom à l'Antique. Beaucoup de choses étaient faites à l'Antique. Et il y a ce symbole de l'esclave libéré. La Phrygie, c'était en Anatolie. Mais il y avait dans l'Empire romain, quand un esclave était libéré, il portait un bonnet symbolique qui symbolisait l'esclave affranchi, l'esclave libéré. Et c'est devenu le symbole, notamment, de beaucoup de membres des sans-culottes du peuple qui mettaient un bonnet sur la tête, comme étant la marque d'une souveraineté totale, etc., etc. Et je trouve comme un symbole formidable que Marie-Jo, dans la situation que François vient de nous dire, temporaire, on espère que ça va se régler rapidement, elle fabrique des symboles aussi, alors c'est pour la journée, d'émancipation et des symboles comme ça, de cette volonté de faire de chaque citoyen et citoyenne des gens libérés. Et puis pour terminer aussi, on évoquait 1793, la Constitution. Il y avait un article de cette Constitution qui disait « Et citoyens français, tous ceux qui ont bien mérité de la patrie, qui portent secours aux vieillards, etc. » Et je crois que Marie-Jo, à travers tout ce qu'elle fait, elle fait partie de ces gens qui ont bien mérité de la patrie. Bon, donc je vais lui remettre la Sandrine. Vas-y, merci, je suis contente. Je me présente, moi c'est Marie-Josée. Je suis couturière à l'association Ephemis. Je suis là-bas durant 5 ans.
Je travaille là-bas bénévolement. Donc, je suis contente. Merci à vous aussi. Merci. Et je voulais remettre aussi, j'ai fait un bonnet en africaine. Je vais remettre, messieurs les députés. Merci. Merci à vous. À mon avis, j'ai plus l'air d'un schtroumpf que d'un révolutionnaire, mais merci. Bon, alors, apparemment, il faut que tu remettes... Qui est pour que Alexis remette son bonnet? Il n'y a aucun problème, monsieur Ruffin, mais vous le mettez aussi après, parce que... Non, mais... Il y avait plein de choses qu'on voulait dire. Bon, j'ai pas le temps, je ne veux pas développer, mais il y avait une chose que François voulait qu'on raconte aussi, j'aurais pas le temps. Mais dans cette histoire d'esclaves libérés, n'oubliez pas... Et puis après, on a fait une petite vidéo avec François pour en parler. Et je trouve que tout ça peut être aussi le symbole que la révolution dont on a parlé, elle aura des conséquences dans le monde entier. Et notamment à Saint-Domingue, vous savez, où il y avait une colonie avec des esclaves. Et la grande révolution dont on parle, c'est celle aussi qui, le 4 février 1794, abolira l'esclavage. Grâce à une révolte d'esclaves qui commencera aussi en août 1791, quasiment un mois après ce que je vous ai raconté. Il y aura en Haïti, enfin à Saint-Domingue qui est dans Haïti, un début d'une révolte d'esclaves. Toute cette histoire est formidable, les amis, il faut la raconter, il faut la raconter. Il y a un vers de René Char, le poète, qui dit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. On a un héritage, mais le testament, il faut qu'on l'écrive avec des fêtes comme ça. » Voilà, François. J'ai fait le malin. Attends. Il fait le prof d'histoire pour se défiler pour le bonnet. Je vais mettre le bonnet. Mais je souhaite garder un droit de circulation des photos. Alors, vous allez tous me donner votre adresse mail après, et chaque fois que vous utiliserez la photo, vous reverserez des royalties. Bon, je mets le bonnet. Et voilà, il l'a fait. Dernière remise de Sandrine d'honneur. Donc, pour les agents d'entrée des femmes de ménage de l'Ibis Batignolles, Rachel, Sylvie, Aurélia et candidata, et de l'Assemblée nationale, Jeannette, Géraldine et Séverine, allez-y, qui ont reçu donc, la Sandrine d'honneur l'année dernière, puisqu'elles sont agents d'entretien de sous-traitantes de Honnête au CHU d'Amiens, et qu'elles ont continué à bosser pendant la crise du Covid. Et cette année, donc c'est elles qui vont remettre la Sandrine d'honneur aux femmes qui ont gagné à l'Ibis Batignolles et qui ont gagné à l'Assemblée nationale. Franchement, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Mais nous sommes très heureux, très heureuses d'être au milieu de vous. De vous raconter un peu notre misère dans ce combat. On a traversé beaucoup de choses, beaucoup de souffrances. Vous savez que la lutte n'est pas facile. La lutte, c'est très, très, très difficile. Il faut avoir le courage. Il faut qu'on soit complices entre nous. Il faut la solidarité pour pouvoir arriver à la victoire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait 8 mois de grève et 22 mois. Le reste en total, ça fait 22 mois de lutte. Donc voilà, nous avons renversé le groupe Accord. Nous avons saisi la cravache de Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accord. Nous avons serré sa cravate et nous lui avons dit, tant que vous ne donnez pas nos droits, nous n'allons pas vous lâcher. Et il a exécuté. Il nous a donné nos droits. Nous avons eu à 99% tout ce que nous voulons, sauf l'internalisation, mais ça viendra. Donc voilà. Merci. Bon. Grand merci à vous parce que des luttes comme ça qui durent, qui tiennent et qui gagnent, je veux dire, ça fait respirer au-delà de vous-même tous les gens qui les regardent et qui espèrent avec. Donc voilà, grand merci à vous. Jeannette, tu veux dire un mot pour l'Assemblée nationale? Je suis très contente de son travail. À toutes les filles, les femmes de ménage, partout.
Je vous invite, les femmes de ménage, les hommes de ménage, là où on travaille tous, c'est très difficile. On se lève, on travaille la main dans la main, les femmes debout. Dans ce pays, je vois comment on joue à monter les gens les uns contre les autres sur leur couleur de peau. Je le vois. Et or, vous voyez, à Paris, c'est vrai que ce n'est pas des blancs, si bien souvent sont les métiers, il faut le dire la vérité, qui font les métiers de femmes de chambre, d'agents d'entretien et tout ça. Et en province, pourtant, c'est le cas. Et moi, je suis très fier que Géraldine et Séverine remettent les médailles à Jeannette, Rachel et ainsi de suite, et qu'on montre que la solidarité entre les salariés, donc quand il y a un partage des conditions de travail, ça dépasse très largement la couleur de peau, la religion, le fait de porter un voile ou de ne pas en porter, et qu'il y a un partage que la condition sociale, ça passe par-dessus ça. Grand merci à vous toutes, mesdames. Merci.